Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio tous les dimanches à 19h. Ancien ministre de la Culture et président du Château de Versailles puis des Arts Déco, il est devenu le directeur général d'une des plus grosses collections d'art contemporain mondial et 100% française, attention, la Pinault Collection. Alors je vous le donne en mille, chers auditeurs, c'est bien Jean-Jacques Ayagon qui est en plateau avec nous ce soir et qui vient nous parler notamment de la belle actualité de la dite collection. Alors l'exposition Le Monde comme il va, depuis ce mercredi 20 mars. Et puis un beau programme à Venise pour la Biennale aussi. Mais ça, c'est à venir. Et c'est pour les plus chanceux, ça sera mi-avril. Bienvenue sur Sud Radio, Jean-Jacques Ayagon. Bonjour. Bonjour. Elle s'est illustrée tant dans l'écriture que dans l'acting. Léa Wiazemsky est une artiste polyvalente qui a écrit plusieurs romans et qui transporte son public dans un univers riche en émotions, en histoire et en personnages, tout en gardant une connexion particulière avec les cafés qui ont façonné une partie de sa vie et de son inspiration. Leur rendre hommage, c'était donc l'évidence, et vous le faites, Léa Wiazemsky, dans votre tout dernier ouvrage, Petit éloge des cafés, publié aux éditions Les Pérégrines. C'est sorti il n'y a pas longtemps et c'est excellent. Excellent, j'en perds mes mots. Léa Wiazemsky, bienvenue. Merci Judith. Et bienvenue chez vous, chers auditeurs. Alors, Jean-Jacques Ayagon, on va parler donc de cette exposition, Le Monde comme il va, qui a ouvert mercredi dernier, dont le conservateur est Jean-Marie Gallet. Donc c'est une exposition de la Pinault Collection avec une scénographie de Cécile de Gausse. Alors tout ça, c'est à la Bourse du Commerce. Et alors, c'est une exploration de l'art contemporain, alors en prise directe avec notre époque, puisque j'enfonce une porte ouverte, Jean-Jacques Ayagon, l'art est bien le reflet de ce que nous vivons. Oui, en général, enfin en tout cas beaucoup d'artistes se sont attachés à parler du temps dans lequel ils ont vécu. On se souvient tous de Guernica de Picasso, on se souvient du Dos et du 13 des maillots de Goya. Nombreux ont été les artistes qui ont pris à bras le corps le monde dans sa brutalité, souvent dans sa douceur parfois. Ils ont voulu être des témoins de leur époque, témoins de leur temps, et c'est ce qu'on montre à la Bourse de Commerce à travers des œuvres de la collection de François Pinault. Oui. Le propre de cette exposition, c'est qu'elle est dans un lieu exceptionnel, celui de la Bourse de Commerce, au centre de Paris, uniquement constitué d'œuvres de cette grande collection française. Ah oui, alors du coup, il y en a certaines qui sont vraiment présentées par la première fois, et elles sont principalement réalisées entre les années 1980 et aujourd'hui, mais finalement, c'est un peu l'intégralité de la collection de Monsieur Pinault. Il aime beaucoup l'art contemporain. Tout à fait, mais ce n'est pas assez loin d'être l'intégralité. La collection est riche désormais de plus de 10 000 œuvres, oui. Et donc on en présente à la Bourse de Commerce quelques disons une centaine. Oui, bien sûr. Centaine, donc c'est un choix. Non, je parlais de l'intégralité en termes d'art contemporain, en fait. En effet, la collection Pinault s'attache principalement à l'art de notre temps. Oui. Il y a par exemple dans l'exposition Le Monde comme il va, il n'y a que 3 artistes qui ont disparu, qui sont morts, et parfois morts jeunes. Mais sinon, tous les artistes présentés sont des artistes vivants, et parfois d'ailleurs des artistes très jeunes. Alors justement, je vais parler un peu des artistes. Il y a par exemple Maurizio Cattelan, il y a Damien Hirst qu'on connaît très bien, Jeff Koons évidemment, Cindy Sherman. Et puis il y a une génération un peu plus jeune comme Annie Imhoff ou Paul Taburet. Tout ça, c'est un choix très personnel de François Pinault en fait. C'est le propre d'une collection privée. Vous savez, j'ai travaillé pour de grandes collections publiques. J'ai dirigé le Centre Pompidou et donc le Musée national d'art moderne. Faire une collection publique, c'est tendre vers une sorte d'objectivité idéale. C'est-à-dire qu'on veut représenter la scène artistique d'un moment, d'un pays, telle qu'elle a réellement été, alors qu'une collection privée ne repose que sur les choix, que sur la passion de celui qui collectionne. Donc il n'a aucun souci d'une quelconque objectivité. Il achète sur des coups de cœur, sur des convictions, sur des engouements, sur des amitiés, sur parfois des compagnonnages. Parce que le propre de François Pinault, c'est qu'il accompagne les artistes sur la très très longue durée. Un artiste français comme Martial Reiss, il l'accompagne depuis des décennies. Et donc sa collection représente toutes les époques de la vie de l'artiste. Donc on a puisé dans cette collection, qui est une collection de passion, pour tenter de faire une exposition passionnée elle aussi. C'est beau. Et alors c'est aussi un engagement, à cet engagement de François Pinault, un hommage à cet engagement plutôt de François Pinault pour un art contemporain qui reflète, alors ça c'est le commissaire qui dit ça, la conscience aiguë du présent. Ça c'est très important, c'est-à-dire d'être dans l'incisif quand même, d'être très, très, très au fait
de ce qui se passe. Avouez que le présent nous donne vraiment matière à réfléchir et à ressentir. Je crois que nous qui pensions, pour certains d'entre nous en tout cas, être sortis de l'histoire, n'avoir devant nous que des décennies de bonheur, de tranquillité, de quiétude, on se rend compte que le monde est dangereux, que le monde est secoué, que le monde est exposé à des périls. Et les artistes qui sont en quelque sorte des paratonnerres, des révélateurs des situations du monde, que ce soit les artistes d'ailleurs en art plastique, les écrivains également, les musiciens ressentent les mêmes choses. Ces artistes deviennent pour nous des interprètes du temps que nous vivons et nous invitent à y réfléchir. Alors le titre de l'exposition Le Monde comme il va est puisé dans la littérature de Voltaire. C'est le titre d'un conte philosophique de Voltaire. C'est un conte. Racontez-nous ce choix justement. C'est un choix qui. On s'est dit comment à la fois parler des dangers, des malheurs du temps, sans pour autant être totalement pessimiste. Il faut alarmer, mais sans être alarmiste. Donc on s'est emparé de ce titre de Voltaire qui, de façon très très philosophique, rappelle que si tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, les choses néanmoins peuvent être rattrapées, qu'il appartient aux êtres humains en quelque sorte, aux femmes, aux hommes, de faire en sorte que ce qui devrait aller très très mal n'aille pas si mal que ça. Donc c'est une invitation aussi à la responsabilité. Bien sûr. Alors alarmer sans être alarmiste, on pense aussi au manque d'enthousiasme peut-être dont font preuve certains de nos congénères contemporains. Est-ce que le fait de pouvoir raconter l'époque à travers les œuvres, ça donne aussi une raison de s'enthousiasmer en fait devant la beauté tout simplement? Oui, parce que parfois ça donne également un peu de distance, un peu d'humour. Oui. Quand Maurizio Cattelan s'empare de la terrible figure d'Hitler. Il le représente, en fait, de façon paradoxale, en enfant. On rentre dans une pièce, on voit un petit garçon agenouillé dans un coin. On se dit, que fait ce petit garçon agenouillé en petite culotte courte, avec son petit veston? On s'approche, et on regarde le visage de l'enfant, on se rend compte que c'est le visage d'Hitler adulte, avec sa moustache, avec sa raie bien marquée, ses cheveux bien lissés. Et finalement, cette figure rassurante de l'enfant devient inquiétante. Devient la figure de l'horreur, oui. C'est la figure de l'horreur. Et donc les artistes savent également, finalement, nous alarmer des choses sans utiliser les moyens les plus mélodramatiques. Ce sont parfois également les voies de l'allusion ou de l'humour qui nous permettent de prendre conscience des choses. Alors ces 100 œuvres que vous présentez à la Bourse du Commerce, comment est-ce que vous les avez choisies dans ces 10 000 œuvres que détient Monsieur Pinault quand même? C'est un exercice difficile que de choisir. S'agissant d'un commissariat d'exposition de toutes choses de la vie d'ailleurs, c'est le commissaire de l'exposition que vous avez cité, c'est Jean-Marie Gallet qui a fait le boulot. On lui a ouvert les inventaires de la collection. Vous lui avez donné une ligne directrice, je suppose. Et donc, en effet, on a évoqué plusieurs hypothèses de programmation pour ce printemps. Et à un moment donné, François Pinault lui a dit, voilà, c'est ce qui me semble en effet le plus adapté à l'époque que nous traversons. Essayez de faire un choix le plus brillant possible. En effet, en veillant bien à ce qu'il y a à la fois des artistes qui sont des célébrités mondiales. Vous avez évoqué Jeff Koons ou Damien Hirst, mais également de jeunes artistes moins connus, qu'il y ait des artistes français, des artistes européens, des artistes venus d'autres continents. Il y a des Chinois, il y a des Sud-Américains, il y a des Africains, une Éthiopienne, qu'il y ait naturellement, parce qu'aujourd'hui c'est un objectif qu'il faut absolument viser, qu'il y ait des femmes et des hommes, bref, que l'humanité tout entière soit représentée dans cette exposition. Bien sûr. Alors Léa Wiazemski, je rappelle aux auditeurs que vous êtes écrivaine et actrice. Sur la littérature et l'art contemporain, il joue un rôle prépondérant dans la réflexion, dans l'expression de notre époque, un peu comme vous faites avec les cafés, où on imagine que quand vous écrivez un roman, votre rapport à l'art justement et à ces images qui nous sont soumises, est-ce que parfois ça nous parle pas plus justement l'image que l'écriture et le lien là-dessus? Comment vous ressentez ça, vous? Je pense effectivement aux photos, aux grands photographes, que ce soit Willy Ronis ou Doisneau, qui ont photographié les cafés, qui ont attrapé une ambiance, qui nous parle d'une époque et qui nous montre ce que c'était avant et ce qu'on a nous tous cherché à reproduire quand on était jeune et étudiant, essayer de retrouver cette ambiance frénétique de l'intellect, de cette envie de créer que tous ces auteurs de Saint-Germain-des-Prés et de Montmartre aussi avaient. Et ça, effectivement, par l'art autre que par l'écrit, par la photographie et la peinture, parce que ça peut être aussi les grands peintres du 19e, qui ont effectivement marqué, qui ont énormément montré ce qui se passait dans les estaminets, dans les troquets.
on rentre par le biais de l'art dans les cafés. Et alors, est-ce que vous avez déjà été, vous, inspiré par une œuvre ? Est-ce qu'une œuvre, ça peut inspirer un livre, par exemple ? Justement sur ces atmosphères dont vous parlez, que vous décrivez. Ah, ça, j'en suis sûre qu'une œuvre peut inspirer un livre. En tout cas, pour écrire ce livre, j'ai énormément été regarder les photos des années 30, des années 40, des années 50, de tous ces grands photographes. Ouais. Alors Jean-Jacques Ayagon, cette exposition, dont je rappelle le nom pour les auditeurs, Le Monde comme il va, en ce moment à la Bourse du Commerce de Paris. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont venir voir, il y a tous les âges. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne en sortant de cette visite ? Tout d'abord, j'aimerais que les visiteurs, que le public soit heureux, soit convaincu par ce qu'il a vu. C'est toujours, il y a dans toute représentation d'une œuvre, quelle qu'elle soit cinématographique, théâtrale, littéraire, plastique, il y a toujours une sorte de pari sur l'intérêt que le public lui portera. Donc j'aimerais que le public soit nombreux, qu'il soit émerveillé à la fois par ce bâtiment exceptionnel de la Bourse de Commerce, Sublime. Avec ses aménagements conçus par un grand architecte japonais, Tada Ando, et d'autre part soit convaincu par la force des œuvres présentées, et que les gens, les visiteurs, finalement, acceptent de réfléchir, non seulement à ce qu'est la peinture, ce qu'est la sculpture, ce qu'est l'art, mais également à ce qu'est le rapport entre l'art de notre temps et le monde de notre temps. Trop souvent, on a pensé que l'art était étranger au temps, était étranger au siècle, alors que l'art est profondément enraciné, ancré dans le temps qui est celui des artistes qui les suscitent, qui les créent. Alors justement, sur ces artistes que vous avez, il y a vraiment deux périodes. Vous avez 1980-90 et puis celle des années 2000. C'est des périodes qui dialoguent ensemble. Est-ce qu'il y a une évolution très, très abrupte en fait, du style entre 1980 et 2000, par exemple ? Il y a des passages. La plus notable. Il y a des passages, bien sûr. Chaque décennie est marquée par une sensibilité particulière. Il y a des décennies qui sont des décennies de la libération, de l'audace, de la liberté. D'autres décennies qui deviennent plus prudentes, plus réservées, plus craintives également. On a beaucoup parlé des explosions des années 60. On a eu le sentiment que les années 80 marquaient un certain retour à la prudence, un certain retour à l'ordre. Les années du début du XXe siècle ont paru à certains comme des années à redouter, puisque certains pensaient même que la fin des temps arrivait. Et aujourd'hui, nous vivons dans une décennie qui est frappée par beaucoup d'incertitudes. Et les artistes, en effet, sont de véritables révélateurs de tout ça. Par exemple, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un formidable retour de la peinture. On pensait que la peinture était un genre fini, qu'on ne peindrait plus, que c'était ringard, que c'était de notre temps. On se rend compte que beaucoup d'artistes, notamment les plus jeunes aujourd'hui, reviennent vers la peinture. C'est peut-être l'une des caractéristiques que souligne l'exposition. Eh ben, on a hâte de voir ça. On vous conseille d'y courir, chers auditeurs. C'est excellent sur Sud Radio avec l'ancien ministre de la Culture, directeur général de la Pinault Collection, Jean-Jacques Ayagon, et l'auteur et actrice Léa Wiazemski et son petit éloge des cafés publié aux éditions Les Pérégrines. Vous restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un bon choix, je dirais même plus, c'est excellent. Ce soir pour vous, l'ancien ministre de la Culture, ancien président du Château de Versailles, ancien président de Beaubourg, des Arts Déco. Enfin, je l'ai bien descendu. Il est aussi directeur général de la Pinault Collection, Jean-Jacques Ayagon, et puis l'auteur, écrivaine donc et actrice Léa Wiazemski, et son petit éloge des cafés publié aux éditions Les Pérégrines. Très très joli livre, autant dedans que dehors, je vous le recommande, chers auditeurs. Alors, Léa Wiazemski, donc, c'est un éloge des cafés que vous écrivez. Alors, ces cafés, c'est ceux où vous vous sentez à votre place. C'est votre planque qui a accueilli vos chagrins, vos joies, vos écrits aussi, dont d'ailleurs votre premier roman, Le Vieux qui déjeunait seul, qui est sorti en 2015. Voilà, c'est ça que vous nous racontez quand même au départ. Mais c'est l'idée de cette collection qui donne une liberté folle à l'auteur de s'attaquer à un sujet qui lui tient à cœur et de partir en voyage avec ce sujet. Je ne savais pas que j'irais aussi loin dans les confidences, mais ça a été une vraie belle balade. Ça a été un vrai travail de recherche aussi. Moi, la bonne élève, j'ai dû me mettre... C'était ironique, là, c'est ça ? C'était très ironique. D'accord. Voilà, mais j'ai dû faire des recherches un peu comme
presque comme une petite historienne, en tout cas, voilà, pour les cafés de la Résistance, pour l'histoire du café au cinéma, etc. Et c'était très agréable à faire. Oui, parce qu'il y a un vrai travail d'enquête, de témoignage. Alors, vous nous parlez autant des cafés parisiens qui vous ont vu grandir, et il y en a pas mal quand même, que d'un café à Marseille, par exemple, le Nouveau Péano. Vous avez à Aix-en-Provence le Gaulois, le café du commerce de Ars-en-Ré, etc. Que des cafés où finalement vous êtes allé vous installer et rêver, Léa Wiesemski. Alors la plupart, pas tous. Il y en le a d'autres qui ont Gaulois, accueilli des trucs moins sympas. Erwan Laher, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui en parle très très bien. Mais c'est vrai que ce sont ou des cafés qui, moi, m'ont habité et recueilli, ou alors c'est des grands cafés comme voilà, le Grand Café des Négociants à Lyon ou le Biben à Toulouse. Je ne me trompe pas. C'est ça, voilà. c'est ça, en effet. Oui, parce que mes invités ont parlé hors antenne, hein, vous le savez, chers auditeurs. Et puis d'ailleurs, alors pour la petite anecdote, quand même, Jean-Jacques Ayagon, vous nous avez dit, je l'ai noté tout à l'heure, que Jacques Chirac adorait les cafés. Hein. Ah, il adorait les cafés, il adorait la bière, il adorait les cafés. Et, après la présidence de la République, il habitait le 6e arrondissement. Il allait souvent dans un café que je crois que vous ne citez pas. C'était la, comment s'appelle-t-elle, rue des Beaux-Arts, l'angle de la rue des Beaux-Arts et de la rue Jacques Callot, la Mascotte. Ah, la mascotte. Oui, non, j'en parle pas. Effectivement. Alors, Léa Wiesemski, il y a donc tous ces cafés de Paris qui vous ont vu grandir. Il y a celui qui vous fait gagner votre regard d'adulte ou perdre celui de l'enfance, le Chez de l'Abbaye, dans le 6e à Paris, où vous alliez avec vos parents. Alors, vous n'avez pas n'importe quel parent, la grande écrivaine Régine Desforges et le grand dessinateur de presse Viaz. En fait, vous avez grandi là, quoi. Le 6e m'a vu grandir, donc c'est vrai que bon, j'y ai traîné mes baskets, je pense à peu près dans tous les cafés de cet arrondissement. Mais celui-là à des en âges particulier différents. avec vos parents, quand Mais même. celui-là, je le découvre quand toute petite avec mon père qui nous dessine sur les nappes en papier, et donc qui nous croque, ma mère et moi, souvent à notre désavantage, mais pour le plus grand plaisir des serveurs, que ça faisait hurler de rire. Et puis après, je l'ai côtoyé. Et vous, ça vous faisait rire au début, mais un peu moins après, voilà, si j'ai bien compris. À l'âge de l'adolescence, quand il me dessinait avec des cheveux dans les yeux et la tête de l'ado, ça me faisait pas rire du tout, mais je les garde, je les ai toujours aujourd'hui, ces dessins, et ils me touchent beaucoup. Et alors, c'est quand même l'occasion, ces cafés, de vous replonger, vous, dans vos souvenirs aussi, de nous les raconter, finalement, parce que, comme vous dites, vous n'aviez pas forcément prévu ça au départ, et puis en fait, vous racontez, vous, Léa Wiesemski. C'est vrai que les cafés, je les ai connus très jeunes, et puis je les ai connus après lycéenne, à la fac, quand j'ai commencé mes études de théâtre. J'y ai travaillé aussi beaucoup pendant une dizaine d'années, puisque j'ai été serveuse quasiment 10 ans, le midi et le soir. Et ça a été un métier que j'ai adoré faire, très difficile, mais c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde. Ça vous a formé, quoi. Ça m'a totalement formée. Alors, un peu d'histoire avec vous aussi, Léa Wiesemski. On y apprend que le premier café, il a été créé en 1669 sous Louis XIV, alors par l'ambassadeur de l'Empire ottoman. Qui l'eût cru, j'ai envie de dire. Voilà, c'est en tout cas c'est lui qui apporte le café en France, qui le fait découvrir à la cour de Louis XIV. Et le premier café où on s'installe pour boire du café, c'est Marseille, 10 ans plus tard. Et 20 ans plus tard, le Procope, je crois que c'est 1679, ouvre ses portes. Alors le Procope, c'est à Saint-Germain aussi, hein, oui, c'est ça. Tout à fait. Alors vous citez aussi Aznavour, Léa Wiesemski, qui dit: dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendaient la gloire. Bon, vous parlez de vous encore, hein, parce que ils ont accueilli la vôtre, ces cafés, quand votre rêve de devenir comédienne est devenu réel aussi. Hein. Ouais. On avait quand on a fait nos études chez Jean Périmoni, à Montmartre, on avait le café Le Refuge, qui n'existe malheureusement plus. Et c'est là qu'on se retrouvait pour réviser nos textes, apprendre nos textes, faire des tirades. Et en général, les touristes de Montmartre adoraient passer par là parce que ils avaient l'impression d'être au spectacle avec nous. Et alors, petite anecdote pour vous, comédienne encore, une autre anecdote que vous avez vue avec Jean-Jacques Ayagon hors antenne, Léa Wiesemski, c'est que vous avez joué dans un docu-fiction Le Soleil Noir de Thierry Benisti, donc ça c'était sous Louis XV, et à l'époque Jean-Jacques était donc président du château de Versailles, et vous aviez déambulé dans la Galerie des Glaces, et je crois que même Jean-Jacques, vous aviez un petit rôle. Hein. J'avais un tout petit rôle qui n'a aucune commune mesure avec celui de Léa. Léa jouait le rôle d'une maîtresse du roi, de Louis XV, Madame de Châteauroux. Alors que moi, je jouais un rôle de figurant, un rôle de courtisan qui avait néanmoins 3 mots à dire. Et donc, finalement,
J'ai une expérience cinématographique. Est-ce que vous avez bu du café sur le tournage? C'est une question. Non, vous n'avez pas partagé un café? On a forcément dû boire du café, mais j'ai pas le souvenir qu'on ait bu ensemble. Alors aujourd'hui, Eléa Wiazemski, il reste 41 000 des bars français contre 200 000 dans les années 60. Est-ce que ça serait pas un peu la métaphore du lien social qui s'étiole, quoi? C'est-à-dire qu'on va moins dehors, on n'est plus sur nos téléphones, etc. Oui, malheureusement, on est complètement derrière nos téléphones, nos ordinateurs. Les jeunes vont sur Facebook et Instagram et ils ont l'impression de se voir en vrai. Et c'est vrai qu'avant, à notre époque, quand on était lycéenne, le café, c'était le lieu où on se retrouvait. On savait toujours où retrouver les copains. Et ça, c'est le lien social. Il n'y a que dans un café où on peut parler à des inconnus et créer des rencontres absolument inattendues. Ouais, c'est vrai. Et alors justement, il y a aussi tout un pan qui est de la poésie, en fait. Ça donne de la poésie à la vie, en fait. Quand on vous lit, il y a cette ambiance qu'on retrouve, les odeurs et cette poésie de la rencontre, peut-être fortuite d'ailleurs. Ah oui, parce que derrière le zinc, au comptoir, il y a quelque chose de très particulier. Quand on est au comptoir d'un café, ça veut dire a priori qu'on est ouvert à la discussion et qu'on est ouvert à l'autre. Si on se met seul à une table, c'est qu'on a plus besoin de tranquillité. Et quand on vient au comptoir prendre un verre ou un café, tout d'un coup, il peut se créer une vraie rencontre avec quelqu'un qui dure toute une vie ou qui dure 5 minutes. Mais c'est souvent très poétique. Et puis c'est vrai que les discussions de piliers de bar sont assez immortelles. Et alors, vous nous parlez notamment de pas mal de personnalités qui vous donnent du témoignage. Il y en a une qui m'a touchée, c'était le Twickenham que vous raconte Nathalie Riquel, parce qu'elle y a passé une partie de son adolescence. Elle s'est reliée à sa mère, en fait, Sonia Riquel, parce que c'était pas très loin d'elle, justement. Vous, c'est très relié à votre mère aussi. Est-ce que c'est là-dessus que vous vous retrouvez toutes les deux? Avec Nathalie ? Oui. Oui, beaucoup. Et puis en plus, on avait le Flore en commun. Donc on allait chacune déjeuner au Flore avec nos mères. Et souvent, nos mères se retrouvaient la plupart du temps toutes les deux. Donc on s'est beaucoup croisés avec Nathalie au Flore. Et Nathalie, un jour, m'a un peu sauvé la vie au Flore aussi. D'accord. Vous voulez nous raconter l'histoire ou pas ? À l'époque, j'allais pas très bien dans mes baskets. J'avais une vingtaine d'années et je voyais une psy qui était complètement folle et allumée. Et quand j'ai parlé de cette psy à Nathalie m'a interdit d'y retourner et m'a aidé à écrire la lettre de rupture parce que la psy me lâchait pas. Et vous me l'avez harcelait. écrit au café? On l'a écrit au café, tout à fait. J'adore cette histoire. Et alors, on peut aussi parler du Flore quand même un petit peu 2 secondes, cette institution du 6e qui a fort changé, hélas, mais qui a vu tant de grandes personnalités passer. Alors évidemment, votre maman Régine Desforges, mais il y a eu Jean-Paul Sartre, il y a eu Françoise Sagan et Simone de Beauvoir, etc. C'était le haut lieu de rencontre des intellectuels finalement. Donc c'était quand même très en lien avec l'esprit à cette époque-là, dans les années 60, 70, même avant d'ailleurs. Tous ces cafés-là, que ce soit la Coupole, les Deux Magots, la Closerie, ils ont tous un vrai rapport avec le monde intellectuel, le monde de l'art, là, que ce soit des peintres, des poètes, des écrivains, des chansonniers, enfin vraiment tous ils se retrouvent là. Et ce que racontent Beauvoir et Sartre par rapport au Flore pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vont là. Plus qu'avant, ils allaient à la Coupole et pendant la guerre, ils vont au Flore parce qu'il y avait un poêle et qu'il y faisait chaud et que les garçons de café étaient plus doués que les autres. Ils arrivaient à avoir du tabac au marché noir. Voilà. Pour la petite anecdote, Jean-Jacques Ayagan, on imagine que vous avez fréquenté tous ces cafés et que vous avez vu passer certaines de ces grandes personnalités, justement. Vous, en tant que ministre de la Culture, en plus. J'ai bien connu les cafés. D'abord, j'ai grandi en partie dans des cafés. Ma mère a eu des cafés. Ah, vous êtes fils de cafetière. À Champignelles, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, et ensuite à Creutzwald, dans le département de la Moselle. Ces cafés ne marchaient pas très bien, donc je n'y ai pas vu beaucoup de clients. Néanmoins, j'y ai appris à servir des bières et de la limonade et un petit ballon de vin blanc bien bombé à la surface. Et ensuite, naturellement, dans ma vie d'adolescent, d'adulte, j'ai beaucoup fréquenté les cafés. Léa parlait du Flore. Pendant des années, je me suis retrouvé à la mi-journée à boire un café à côté de Roland Barthes, sans totalement soupçonner à quel point c'était un géant avec qui j'échangeais parfois quelques mots. Les cafés sont en effet des lieux de rencontre extrêmement informels où on peut rencontrer un tas de gens qu'on ne devrait pas rencontrer, que votre vie, votre sociologie, votre métier ne devrait pas vous faire rencontrer. Ce sont des petits moments de liberté.
Ce sont des lieux où on ouvre des fenêtres sur des choses inconnues. Très joli. Ouvrir des fenêtres sur des choses inconnues. La poésie est en rendez-vous dans cet excellent sur Sud Radio. Ce soir, on est avec l'ex-ministre de la Culture, directeur général de la Pinault Collection Jean-Jacques Ayagon et l'écrivaine Léa Wiazemski et son petit éloge des cafés, publié aux éditions Les Pérégrines. On revient tout de suite. À tout de suite. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent comme tous les dimanches. Vous êtes tous et toutes ici chez vous avec Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, à la tête de la collection Pinault Collection et tellement j'en passe. Et Léa Wiazemski et son dernier livre, Petit éloge des cafés, qui est sorti aux éditions Les Pérégrines. Alors Jean-Jacques Ayagon, la Biennale de Venise, elle va débuter, c'est mi-avril, c'est dans pas très longtemps, c'est le combien d'ailleurs? Elle a débuté. Elle va débuter à la mi-avril. Oui, c'est ça, mais il y a déjà des expositions en cours. Les expositions des 2 musées de François Pinault à Venise, la Pointe de la Douane 17 mars, c'est ça? Et le Palazzo Grassi sont déjà ouvertes. Voilà, avec un mois d'avance sur l'ouverture de la Biennale. Bravo. Et alors justement, racontez-nous un petit peu ces 2 expositions principales et importantes pour la Pinault Collection. Alors, ce sont 2 expositions très, très différentes. À la Pointe de la Douane, il s'agit d'une carte blanche donnée à un artiste français, Pierre Huyghe, oui, bien sûr. Artiste qui travaille l'image animée, la vidéo. Donc, c'est une sorte de plongée dans l'univers de l'artiste. On est beaucoup dans le noir, on voit les images apparaître, des images disparaître. C'est une exposition très poétique, très très forte. D'autre part, à Palazzo Grassi, carte blanche a été donnée à une artiste américaine d'origine éthiopienne, Julie Méretu, qui, elle aussi, a fait le pari d'inviter certains ou certaines de ses amis artistes à l'accompagner dans cette monographie. Donc il y a Julie Méretu et ses amis, et quelques-uns de ses amis en tout cas. Et alors finalement, il s'agit bien de favoriser aussi le dialogue international autour de cette création artistique qui finalement, elle, ne connaît pas de barrières contrairement au pays, quoi. Le monde est désormais totalement ouvert. Vous savez, pendant longtemps, quand on parlait d'art, on ne parlait que de l'espace géographique compris entre l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Ça se passait en gros entre Berlin, Paris, Londres et New York. Oui. Aujourd'hui, le monde de l'art est un monde totalement dilaté à la dimension de la Terre tout entière. Il y a des artistes sud-américains formidables, des artistes africains, des artistes du monde arabe, des artistes d'Extrême-Orient. Donc la scène internationale est une scène, c'est un véritable forum. Les artistes se rencontrent, se connaissent d'ailleurs, s'apprécient ou parfois ne s'aiment pas d'ailleurs. Mais en tout cas, le débat, il est désormais ouvert. Nous ne sommes plus seuls sur la scène artistique. Et alors ça, c'est assez rassurant quand on voit l'état du monde actuellement, de se dire que le dialogue international, il est rompu ou très très difficile parfois en ce moment, politiquement évidemment, et ça continue à fonctionner de manière artistique. Finalement, l'art, c'est aussi de la diplomatie, Jean-Jacques Ayagon. Il y a une forme de diplomatie, en effet, mais la scène artistique, en effet, est une scène de dialogue c'est une scène qui invite à considérer l'autre avec respect et attention. Alors que très souvent, la scène politique, elle n'invite pas, elle incite à regarder l'autre avec méfiance, avec mépris, ou parfois même avec haine. Donc la scène artistique est une scène qui finalement devrait jouer dans le monde de demain, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain, un rôle d'apaisement. Parce qu'elle ne joue pas encore assez ce rôle-là, justement, vous pensez ? Vous savez, on lui donne pas assez de place, peut-être. On lui donne, enfin, en tout cas, dans nos pays, on lui donne une place très significative, surtout dans un pays comme la France, qui est animé par une politique culturelle très volontaire depuis des décennies. C'est un pays où on a fait le pari du soutien à la culture, avec parfois des hauts, des bas, mais enfin, l'un dans l'autre, quand même, un soutien à la culture. Mais il y a des pays où il ne faut pas l'oublier, où les artistes, que ce soit les auteurs, les écrivains, les philosophes, les artistes sont mis en cause à cause de leur travail de créateur, sont persécutés parfois. Dans toutes les parties du monde, il n'est pas bon d'être créateur. Certains artistes prennent des risques pour eux-mêmes, des risques pour leur vie, des risques pour leur santé. Donc l'art est en effet une sorte de thermomètre, de baromètre de l'état du monde. Alors Léa Wiazemski, on parle de tisser le lien de manière internationale pour l'art contemporain. Vous le faites de manière nationale avec votre petit éloge des cafés finalement. Vous en avez vraiment presque sur tout le territoire. Souligner leur importance, c'est les montrer aussi. C'est un peu comme on montre une œuvre, c'est important de montrer quoi. C'est de montrer ces lieux qui sont tellement nécessaires en fait.
que ce soit dans les grandes villes ou dans les petits villages. C'est-à-dire que c'est vrai que quand un village perd un café, c'est un peu un homme qui meurt. Enfin, c'est un abandon terrible dans les campagnes de ne plus avoir ces lieux où se retrouvaient les gens avant. Et c'est vrai même à Paris, les bistrots de quartier disparaissent les uns après les autres. Ils sont tous très façonnés de la même manière. Et le bistrot, le bar PMU, comme on a pu connaître il y a encore pas si longtemps, se fait de plus en plus rare et c'est dommage. Et alors, ils sont aussi souvent décrits un peu comme on entendait parler de l'artiste qui rentre en résistance finalement quand il souligne les faits contemporains. Les cafés, c'est aussi un peu des espaces de mobilisation, de résistance. S'il m'en vient un exemple à l'esprit, c'est qu'ils résistent aux écrans, par exemple, et au temps qui s'accélère. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On est obligé de prendre le temps dans un café. Enfin, pareil, si on est au comptoir, effectivement, on prend son café et on s'en va. Mais si on s'installe, tout d'un coup, le temps s'arrête. Et ce qui est fort bien dans un café, c'est de regarder les autres et de regarder le monde qui marche, alors que nous, on est assis en terrasse et ça, c'est fabuleux. C'est des moments hors du temps. C'est un truc un peu typiquement français quand même, non? Alors, je me fais disputer pas mal en ce moment. On me dit que non, c'est pas vrai. En Italie, il y a ça. En Espagne, oui, il y a ça, mais c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qui diffère entre le bistrot de Rome, par exemple, et le bistrot de Paris? J'ai l'impression que le bistrot de Rome, on s'y pose moins. C'est-à-dire qu'effectivement, le matin, les Romains, ils viennent, hop, ils prennent le café et ils repartent. Alors qu'en France, on s'installe et on refait le monde. Qu'est-ce que vous faites dans un café, vous, Jean-Jacques Ayagon? Je voudrais juste rebondir sur, pardonnez-moi, avant de répondre à votre question, sur ce que vient de dire Léa. C'est vrai que les cafés sont très différents d'un pays à l'autre. Par exemple, le parfum, l'odeur du café n'est pas la même en France et en Italie. En Italie, ça sent très fort le café, justement, comme boisson. Et le matin, le croissant fourré à la marmelade. Parce que les Italiens ne prennent pas de petit déjeuner chez eux. Ils vont au café, boivent rapidement un café, comme vous l'avez dit, en mangeant rapidement une viennoiserie. Alors qu'en France, les cafés n'ont pas cette caractéristique-là. Ils ont un autre parfum. Moi, ce que j'aime dans les cafés, en effet, c'est ce moment d'abandon. On se met entre parenthèses. On accepte de rompre avec le cours ordinaire des choses, le cours de la vie, le cours des habitudes. Là, on se donne un peu à soi-même, et en se donnant à soi-même, on se laisse un peu aller aux autres également. Pour autant qu'ils aient envie de vous parler. Mais parfois, personne ne vient vous parler dans un café, c'est très bien également. On peut rêvasser, on peut s'imaginer en effet qu'on est écrivain, quand on ne l'est pas. On se met à concevoir de grands projets. Alors, se donner à soi-même, pour reprendre l'expression de Jean-Jacques Ayagon, Léa Wiesemski, vous, dans les cafés, vous écrivez, vous relisez vos textes de comédienne, vous apprenez des bonnes et des mauvaises nouvelles, etc. Enfin, vous en faites des choses quand même dans ces cafés, justement. Ah non, c'est vraiment une seconde maison, les cafés. Enfin, c'est ma seconde nature, je pense. Si j'avais pas été écrivain ou comédienne, j'aurais certainement ouvert un café. Ouais, j'aurais tenu un bar. Et c'est vrai qu'ils m'ont protégée à une époque où j'étais embêtée par des personnes en vacances. Ils m'ont permis d'imaginer la trame de mon premier roman. Ils ont reçu mes larmes lorsque j'ai découvert Victor Hugo. Ils ont été là quand j'ai effectivement appris que j'allais devoir me battre contre la maladie. Enfin voilà, les cafés m'ont toujours tendu la main et je les aime et j'adore les bistrotiers et les bistrotières. Je trouve que les gens qui bossent dans les cafés sont fabuleux. C'est ça qui vous a donné envie d'écrire ce livre. C'est pas évident de faire un essai sur les cafés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en le faisant, c'est aussi un risque finalement, Léa Wiesemski? Ah oui, j'avais très très peur de l'arrivée, de la chute. Je savais pas du tout comment j'allais m'y prendre, même quand j'ai commencé. Et finalement, je me suis laissée déjà guider par mon instinct et puis par cette maison d'édition fabuleuse que sont les Pérégrines, avec trois femmes, Aude, Alice et Constance, qui m'ont tenu la main tout au long de l'écriture pour me dire non, là c'est bien, t'y vas, vas-y, développe. Et ça, c'était fabuleux. Si on va du coup par exemple à Lyon, lequel vous recommanderiez? Le Café du Soleil, le Grand Café des Négociants? Parce qu'on a pas mal de gens qui nous écoutent là-bas. J'aime beaucoup le Grand Café des Négociants, il est absolument incroyable. Enfin, on a l'impression de rentrer dans un film, on imagine que les grandes robes vont surgir. Enfin, il est fabuleux ce café. Si vous le connaissez pas, il faut absolument y aller. Et vous avez un café de référence, Jean-Jacques Ayagon? Écoutez, j'ai le café de mon village. Oui. J'habite en Bretagne, à Plougasnou, près de Morlaix. Et en effet,
tant qu'il y a un café dans un village, c'est qu'il y a encore un peu de vie sociale. Quand le café disparaît, c'est que le village est vraiment condamné. Il y a l'épicerie qui disparaît, le poissonnier disparaît, le boucher disparaît, le boulanger parfois. Mais la résistance des cafés est un indice de la résistance de la société à son déclin et à sa disparition. Donc j'aime beaucoup le café de Plouganou, j'aime beaucoup également le café de Morlaix, dans lequel je m'arrête parfois, le café de la Terrasse, dans lequel je m'arrête parfois en allant prendre mon train ou en revenant de Paris. Les cafés sont des lieux que j'aime fréquenter. J'ai hâte de lire le livre de Léa. Vous allez pouvoir le faire rapidement. Un mot pour décrire les cafés, Jean-Jacques Ayagon. Le café, c'est tout d'abord, c'est vrai, c'est le bar. Le bar. Il n'y a pas de café sans bar, parce qu'il faut voir le lieu. Le bar, c'est une sorte d'hôtel. Hein. Il y a un officiant derrière, une sorte de prêtre, ou de prêtresse d'ailleurs. Et puis il y a des objets, il y a des verres qui sont suspendus, il y a des bouteilles qui sont présentées à l'arrière, il y a la machine qui sert à tirer de la bière. Autrefois, il y avait quelque chose de formidable sur les bars de café, il y avait des œufs durs. Oui, c'est interdit malheureusement. C'est interdit maintenant, et donc on pouvait prendre un œuf dur, en casser la coquille et le manger en buvant une bière ou un verre de quelque chose d'autre. On sait ce que vous aimez maintenant. Comment écoutez, les cafés sont faits pour boire. Hein, ce ne sont pas des lieux de pénitence. Il ne faut pas se laisser aller naturellement en faire trop. Mais avec modération, des lieux de bonheur. Un mot, Léa Wiazemski, pour les cafés. Moi, c'est une fenêtre pour aller vers l'autre. Voilà. Vous écoutez, c'est excellent sur Sud Radio. Vous êtes avec le directeur général de la Pinot Collection, Jean-Jacques Ayagon, et l'actrice-auteure Léa Wiazemski et son petit éloge des cafés, vous l'aurez compris, aux éditions Pérégrine. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous l'aurez compris, c'est excellent, c'est sur Sud Radio, mais ça vous le savez déjà, avec Jean-Jacques Ayagon, ex-ministre de la Culture, président du Château de Versailles, des Arts Déco, de Pompidou, devenu directeur général de la Pinot Collection, et puis l'auteur et actrice Léa Wiazemski et son petit éloge des cafés qui est publié aux éditions Les Pérégrines. Alors Léa Wiazemski, vous êtes artiste multidisciplinaire, hein. Quand on cherche la description sur Internet, c'est ce que ça nous dit. Vous naviguez donc entre l'écriture et le théâtre et la comédie en général, puisque vous avez fait aussi pas mal d'écrans. Qu'est-ce que vous préférez dans les deux ? C'est chiant comme question. Non, pardonnez-moi, parlons vrai sur Sud Radio. J'adore tourner, en fait. J'adore être sur les plateaux de tournage. Parce qu'il y a le lien avec les autres, parce qu'il y a le lien avec les autres, et puis parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir 10 ans et d'être émerveillée de tout et de trouver ça... En fait, le cinéma m'impressionne toujours autant. Je trouve ça fabuleux. Et donc finalement, dans l'écriture, peut-être que ce qui vous plaît moins, c'est le côté la solitude en fait face aux mots, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit mes livres dans les cafés, parce que j'ai beaucoup de mal à être seule. Et quand je pense, quand on tourne, on peut tourner dans des lieux fabuleux. Et quand comme le château de Versailles. On a tourné à Versailles, qui est pour moi un des lieux en France que j'aime le plus. Enfin, c'est quand même merveilleux de pouvoir dire j'ai tourné au château de Versailles, dans les jardins du château de Versailles. Voilà. C'est une chance. Et est-ce que vous pensez qu'il y a la même temporalité dans l'héritage, à l'image et à l'écriture ? Parce que vous laissez quand même une trace, hein, on peut le dire, à Léa Wiazemski. Je sais pas, je dois avouer que j'y pense pas, mais ce livre-là est dédié à mes enfants. Et comme j'y parle beaucoup de moi, ce qui m'est jamais arrivé, je me dis voilà, si un jour quand je ne serai plus là, ils auront cette trace-là et ils pourront avoir un témoignage. C'est peut-être plus pour eux que je l'ai fait que pour qui que ce soit. C'est joli. Jean-Jacques Ayagon, puisqu'on en a parlé un peu de soi personnellement, alors vous avez occupé des postes à haute responsabilité, hein, on l'a dit plusieurs fois ce soir, notamment en tant qu'ancien ministre de la Culture sous Chirac, vous avez été président du Château de Versailles, les Arts Déco, etc. Comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans ? Est-ce que c'était un parcours que vous aviez défini dès le départ ? Est-ce que vous aviez envie d'être ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, par exemple ? Je n'y avais même pas pensé. Pendant longtemps, je n'ai même pas su que ça existait, d'ailleurs. Non, ma vie n'a pas été prédéterminée par un plan de carrière ni par une formation particulière. Mon premier métier a été d'être professeur d'histoire et de géographie. D'abord dans un collège d'Égletons, en Corrèze, ensuite au lycée du chef-lieu du département, donc le lycée de Tulle.
Ensuite, un peu par hasard, par le hasard de quelques rencontres, je me suis retrouvé détaché du ministère de l'Éducation nationale au ministère de la Culture. Et j'ai commencé à travailler dans quelques établissements de ce ministère de la Culture, à l'École nationale des Beaux-Arts notamment. Ouais, quelques établissements, juste des petits établissements comme ça. Quelques petits établissements. Et ensuite, une première fois au Centre Pompidou comme administrateur du Musée national d'art moderne. Ouais. Et puis ensuite, j'ai rejoint la ville de Paris. Jacques Chirac était maire de Paris. Il m'a nommé directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Ensuite, président du Centre Pompidou, tout ça, c'était un enchaînement. Vous n'êtes pas projeté plus que ça, non, quoi. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes juste passionné, en fait. J'ai eu le sentiment de toujours faire le même métier, c'est-à-dire de servir la culture, de servir le public, de servir les créateurs, de servir le patrimoine, et cela dans des fonctions différentes. J'ai tantôt travaillé pour ce qu'on appelle le service public, le service public de la culture. Aujourd'hui, pour un grand acteur privé de la culture, François Pinault. Mais là aussi, je ne fais pas de distinction entre les uns et les autres. Ce qui compte, c'est l'objet sur lequel on travaille, c'est l'objet qu'on essaie de partager avec les gens. C'est-à-dire aussi la promotion de l'art et de la culture, hein, Jean-Jacques Ayagon. Tout à fait, la promotion de l'art et de la culture. Vous savez, quand les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, ne sont pas vues, ne sont pas lues, ne sont pas regardées, ne sont pas admirées, ces œuvres d'art deviennent des objets morts. Un livre existe quand un regard se pose sur lui. Une œuvre d'art, une peinture existe quand un regard l'admire ou la conteste d'ailleurs. Et donc il faut toujours se soucier de cette vivification des œuvres d'art. Elles doivent être vivifiées par le regard, par l'oreille, par l'intelligence, par la sensibilité des gens. Et finalement, si vous deviez repenser à vous, par exemple, quand vous étiez professeur au départ, professeur, c'était une vocation, on imagine, parce que c'est pas... Oui, ça m'a tout à fait passionné. J'étais professeur d'histoire et de géographie. J'ai gardé le goût de l'histoire et le goût plus rare de la géographie. J'aime beaucoup, quand je me promène dans un paysage, en faire une lecture géographique, en deviner la géologie, la formation du relief. Alors, quand on va, par exemple, de Paris à Metz, je demande aux gens qui m'accompagnent d'admirer le relief de côte, les cuestas, les buttes témoins. Alors les gens me regardent éberlués. Oui, parce qu'on n'y penserait pas tout seul. Mais j'aime beaucoup vraiment être capable de lire un paysage à la fois dans son épaisseur historique, dans l'épaisseur de sa formation et dans sa réalité. Et ça vous fait lire les œuvres également. Aussi. Du coup, ça vous fait lire les œuvres autrement, on imagine. Ça me fait vivre et lire les œuvres autrement, en effet. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à penser que c'est l'histoire qui vous influence, mais peut-être que c'est plus la géographie, finalement. Quand j'étais patron de Versailles, il était évident, on ne peut pas diriger Versailles si on n'est pas passionné par l'histoire de Versailles. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que dans votre lecture des œuvres, on n'imagine pas que vous allez chercher jusqu'à comment ça s'est formé, etc. Donc forcément, le relief, le rapport au relief et aux dimensions, etc., c'est pas le même, quoi. Non, mais quand on est à Versailles, par exemple, et qu'on regarde vers le Grand Canal, il faut se souvenir également qu'il y a des marécages, que Louis XIV les a asséchés, qu'il a créé justement ces canaux également pour évacuer les eaux, les réguler. Et donc l'histoire et la géographie d'un lieu sont très profondément liés. C'est important de le souligner. Alors Léa Wiazemski, vous avez grandi dans un environnement artistique avec des parents influents dans le monde de la littérature, du dessin, de la culture en général. Est-ce que ça a façonné votre propre créativité ou est-ce que ça vous a plutôt donné envie de faire autre chose au départ ? Moi, j'avais prévu de faire autre chose. Moi, je voulais faire de l'histoire. Alors, encore un point commun. Voilà, encore un point commun. Mais sauf que j'avais une notion de l'histoire pas du tout historienne. Donc, en fait, je me suis j'ai trop lu Alexandre Dumas et Michel Zévaco dans ma vie. Et c'est vrai qu'en fac d'histoire, je me suis fait recaler très, très vite. Et un prof m'a gentiment dit « Votre place n'est pas ici, mademoiselle. Allez plutôt faire du théâtre si vous voulez raconter des histoires pareilles. » Mais voilà, donc je suis fascinée par évidemment l'histoire de Versailles. Et ça a été... Oui, c'est un regret aussi de ne pas avoir peut-être suivi ce chemin-là, mais j'étais pas très douée et pas assez. Oui, mais vous étiez aussi dans un milieu. Je reviens à ma question initiale. Vous étiez dans un milieu qui vous a quand même emmené vers là où vous êtes, quoi. Parce que entre une écrivaine et un dessinateur de presse, on peut s'imaginer que vous deveniez comédienne ou effectivement écrivaine vous-même. C'est vrai, mais comme je lisais peu, j'ai lu très tard, très très tard. J'étais mauvaise élève, j'étais dyslexique. Enfin, c'était pas évident. Donc c'est vrai que ce milieu culturel, je le regardais
un peu fasciné, il me terrifiait plus qu'autre chose. Donc j'y suis venue vraiment très très tard, grâce à Angélique Marquise des Anges, c'est pour vous dire. Et donc par Versailles. Ouais. Versailles m'a fait découvrir et l'amour de la littérature et l'amour de l'histoire. C'était Michel Mercier, la Marquise des Anges. Alors c'était Michel Mercier, mais moi c'était les romans, c'était Anne et Serge Collomb qui m'ont amené à aimer lire, et donc par Angélique, j'ai pu rencontrer des auteurs fabuleux. Votre meilleur souvenir en tant qu'écrivaine, Léa Wiesemski? Quand j'ai mis le mot fin à un de mes livres dans un café, et que les serveurs qui me voyaient laborieusement travailler tous les matins sont venus m'offrir une coupe de champagne et ont trinqué avec moi, ça c'était chouette. Et vous, Jean-Jacques Ayagon, votre meilleur souvenir professionnel? Mon meilleur souvenir de lecture? Non, votre meilleur souvenir de votre vie professionnelle à vous? Si vous en aviez un mémorable. J'en ai beaucoup. Oui, on imagine. Je me souviens de façon très précise comment j'ai appris que je serais ministre de la Culture. Alors, allez-y. Je n'ai pas appris ni par le président de la République, ni par le Premier ministre. Seulement, je reçois un appel qui vient de Matignon. Jean-Pierre Raffarin avait été nommé Premier ministre, et la secrétaire de Jean-Pierre Raffarin me dit « Monsieur le ministre, ne quittez pas, je vais vous passer Premier ministre ». Alors je me suis dit « Bon, c'est fait ». Alors ensuite, Raffarin m'a dit « Vous savez, on ne sait jamais, jusqu'au dernier moment, ça peut changer ». Je me disais « La secrétaire me l'a dit, c'est que c'est bon ». Les secrétaires, elles sont au courant en général, effectivement. Et on arrive à la dernière question de cette émission. On commence par vous, Léa Wiesemski. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Oh, tu t'en es pas si mal sorti. Ça va aller, quoi. Ouais, ça va aller. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon? Continue. Voilà. D'accord. Il m'a souvent fallu rebondir. On a envie de vous imaginer petit, ne pas capituler. Oui. Il vous a fallu beaucoup rebondir et ne pas capituler parce que vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre chemin? Oui, j'ai eu des difficultés quoi. comme Oui. nous tous. J'en ai peut-être eu parfois de plus particulières, qui étaient liées à une famille extrêmement, à l'histoire d'une famille extrêmement disloquée. Bon, on se rend compte les blessures de l'enfance, finalement, ce n'est pas au moment même de l'enfance qu'on les ressent, c'est souvent beaucoup plus tard. Et il m'arrive aujourd'hui de ressentir ces blessures de façon beaucoup plus précise qu'à l'époque où je les vivais. Donc je me suis rendu compte qu'il a fallu beaucoup de résilience, comme on dit aujourd'hui, beaucoup de persévérance pour les surmonter. Mais c'est pour ça que je me suis toujours fixé comme maxime de continuer, de ne pas baisser les bras. Persévérance et résilience, ce sont des mots qu'on entend beaucoup à cette antenne dans cette émission, parce que la majorité des gens que je reçois et qui ont réussi, c'est parce qu'ils sont persévérants et résilients. Ça vous parle, Léa Wiesemski? Oh oui. La résilience en particulier. La résilience en particulier, et de garder la tête haute, même face aux épreuves et aux coups durs de la vie, parce que elle en vaut sacrément le coup, et elle est sacrément jolie, la coquine. Et voilà, ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. C'était excellent. Merci à tous les deux d'être venus parmi les studios de Sud Radio. Et merci à tous de votre fidélité à cette excellence. C'est votre émission du dimanche à 19h, vous le savez. Alors Jean-Jacques Ayagon, Le Monde comme il va, donc les œuvres inédites de la collection Pinault dans tous les espaces de la Bourse de Commerce à Paris, c'est depuis mercredi. Puis il y a un très beau programme de la Pinault Collection aussi, pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller à Venise pour la Biennale. Alors ça a commencé déjà. Il y a 2 très belles expositions à ne surtout pas rater. C'est en ce moment Pinault Collection. Alors le tout nouveau et savoureux le livre de Léa Wiesemski, Petit éloge des cafés, sorti aux éditions Les Pérégrines, disponible dans toutes les bonnes librairies évidemment. Courez l'acheter, c'est très sympa. Merci à Thomas, mon réalisateur du jour, à Sud Radio, ses équipes. Puis vous pouvez tout retrouver sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux et Deezer, les copains, les copines. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.